Bienvenue à ce F5 podcast où je vais résumer un livre. Cette semaine, je résume Undoctored de Dr. Davis, William Davis. C'est un livre du book club du seminar staff de CrossFit. Un livre qui est définitivement un livre référence. Si jamais le résumé vous intéresse, à mon avis, vous devriez acheter le livre. Même, je dirais, une version papier. Moi, je l'ai en Kindle. C'est un petit peu plus difficile de refeuilleter. Il y a des recettes dedans. Il y a beaucoup de cas aussi particuliers qui peut-être nous intéressent un petit peu moins parce que c'est pas un cas qu'on a, mais après ça, on rencontre quelqu'un où on finit par avoir ce cas-là, puis si on se rappelle, donc on veut s'en servir comme référence. Donc, à mon avis, c'est un livre que vous gagnerez à avoir dans votre bibliothèque, surtout si vous le lisez. Si vous l'avez juste dans la bibliothèque, ça sert un petit peu à rien. Fait que Dr. Davis, c'est un cardiologue puis qui a traité pendant extrêmement longtemps. Il a fait au-dessus de 5000 procédures chirurgicales. Et le gros sujet du livre, dans le fond, c'est qu'il veut remettre l'individu au centre de sa santé au lieu d'avoir un système plus traditionnel, un peu comme dans les années 50 et avant, où est-ce que le docteur est cette personne qui sait tout, qui a accès à l'information qu'on ne peut pas avoir accès et donc qui nous dit quelque chose et c'est la seule vérité qu'on peut avoir. Peut-être que dans ce temps-là, comme il dit, c'était la meilleure solution, mais il dit qu'avec les nouvelles technologies, on va en parler, la business un peu de la santé, pour lui, ce n'est pas la façon optimale d'être le plus en santé. Donc, l'idée d'être undoctored, je le dis tout de suite, qui est l'idée de Dr. Davis, pas mon idée personnelle. L'idée d'être undoctored, c'est d'avoir recours à son médecin seulement pour des choses qui sont extrêmement importantes pour lui. Donc, exemple, si on a une infection, si on a un accident, si on a quelque chose d'inconnu puis on n'arrive pas à trouver les solutions. Mais dans le fond, pour tout le reste, c'est assez dans la même veine que le CrossFit. Pour lui, on devrait être capable de s'occuper nous-mêmes de notre santé pour tout ce qui est maladies chroniques, donc la prévention de toutes ces maladies-là. Donc, il commence en parlant par c'est quoi le problème. Donc, le problème, c'est qu'avant, on n'avait pas accès à l'information. Donc, on ne pouvait pas avoir un rôle actif nécessairement dans notre santé. Et il fallait passer absolument par le médecin. Et le problème, il dit, ça, c'est pas nécessairement tant un problème, mais c'est devenu un problème parce que la médecine, maintenant, comme on la connaît, lui, c'est sûr que c'est un Américain, mais il parle beaucoup aussi du Canada. C'est plus une business qu'on pense. Donc, c'est pas nécessairement, puis ça, c'est un insider, c'est son opinion. Je travaille pas là-dedans dans un hôpital, donc je ne le sais pas. Mais pour lui, dans le fond, la machine d'un hôpital, exemple, n'a pas nécessairement la santé du patient à cœur. Il y a plus d'être rentable. Le médecin, même chose, juste de la façon que les médecins sont rémunérés, il faut qu'ils fassent, exemple, un acte médical pour pouvoir être rémunéré, ce qui veut dire que plus il fait d'actes médicaux, plus il va pouvoir être payé, plus il passe du temps, exemple, à éduquer ou à demander à quelqu'un de prendre quelque chose qui ne peut pas être prescrit, comme l'exemple, ce serait de manger une pomme ou de prendre un petit peu plus de poisson ou même un supplément alimentaire comme de l'oméga 3, il ne va pas pouvoir être rémunéré. Donc, c'est juste de comprendre, il dit, il ne faut pas non plus dramatiser, c'est juste de comprendre que ce n'est pas nécessairement des anges gardiens comme on pense, bien qu'il y a beaucoup de docteurs très bien intentionnés. Et comme il dit, ce n'est pas nécessairement de leur faute, c'est juste le fonctionnement du système de santé. Donc, si on ne prescrit rien, on ne reçoit rien. Puis donc, après aussi, il faut faire extrêmement attention aux recommandations. On a tendance à penser, moi le premier, qu'une recommandation qui vient ou d'un médecin ou de notre gouvernement sur quoi manger, bien, ce n'est pas tout le temps avec notre santé à cœur. Il y a peut-être des gens qui ont financé ce que ce groupe nous dit ou nous conseille de faire. Et donc, c'est encore une fois potentiellement un business move de nous dire exemple au Canada, prendre énormément de produits céréaliers, c'est parce qu'on en produit. Exemple.
Après ça, bon, ben, ça, la plupart des gens le savent maintenant. La médecine moderne, c'est quoi? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on traite des symptômes et assez souvent, on ne traite pas la cause. Donc, par exemple, quelqu'un qui devient en prédiabète puis en diabète, on commence déjà à lui expliquer comment vivre avec le diabète en prenant de l'insuline versus essayer de renverser les choses. Et encore une fois, comme il dit, c'est pas nécessairement parce que le médecin est une mauvaise personne, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ils sont éduqués, c'est comme ça qu'ils sont formés. Donc, l'idée là, premièrement, je le répète, c'est pas nécessairement mes points de vue personnels, c'est le point de vue du livre Undoctored de Dr. Davis. Son idée, c'est pas tant qu'il faut diaboliser le système de santé ou diaboliser les docteurs, loin de là. C'est juste de comprendre comme individu que c'est le même principe que quand on s'en va, pas exactement, mais c'est l'exemple qu'il donne, si on s'en va acheter une nouvelle auto, il ne faudrait peut-être pas qu'on base toute notre information sur l'achat d'un nouveau véhicule Hyundai, exemple, si c'est un vendeur d'auto Hyundai qui nous l'a donné, parce que c'est sûr qu'il a un intérêt à ce qu'on achète son véhicule. Il dit, il faut juste voir le système de la santé de cette façon-là aussi. Pourquoi est-ce qu'on prescrit plus, exemple, un brochage d'estomac versus éduquer et trouver le problème pour réduire l'obésité? Bien, pour lui, c'est parce qu'on a plus intérêt et la machine roule du système de la santé si on garde les gens malades. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est que plus les gens ont accès à le système de santé, plus ils l'utilisent et plus il semble avoir des maladies qui perdurent tout le temps et tout le temps. Pour lui, la maladie, exemple, parfaite de ce système-là, ça serait le diabète, parce que plus longtemps on survit au diabète, plus on se fait prescrire de médicaments, donc tout le monde y gagne, sauf le patient. Bon, ça, c'est pas nécessairement tout le temps vrai. Puis encore une fois, je connais personnellement des docteurs qui travaillent très fort, justement, comme M. Davis, pour changer ça. Donc, c'est pas une généralisation, c'est juste, comme il dit, quelque chose dont il faut être conscient qu'on rentre dans le système de la santé. Il dit souvent l'exemple, c'est pas juste comme dans les émissions où est-ce que c'est juste des anges gardiens. Il faut savoir qu'il y a une certaine business avec ça. Donc, il parle aussi de cette relation qu'il y a, l'ancienne relation qu'il y a entre le docteur et le patient. Il dit c'est comme ça que la plupart des médecins fonctionnent, ça commence à changer, sauf que c'est vraiment le médecin dit quelque chose et s'attend à ce que tout le monde le croit sans le questionner. Et si quelqu'un le questionne, c'est la fin du monde, il va se faire engueuler d'une façon ou d'une autre. Et même peut-être voudra plus traiter cette personne-là. Donc, lui, il dit que ça, c'est de l'ancien temps. Il faut sortir de ça. C'est le petit graphe que j'ai fait ici. Dans le fond, l'individu de redevenir au centre de sa santé, où est-ce que le docteur, bien sûr, va avoir un rôle à jouer, on le verra, mais l'information que cet individu va aller chercher, la nutrition qu'il va faire, les outils qu'il va utiliser et bien sûr s'entraîner vont tout être... Le chef d'orchestre redevient l'individu. Le but de ce livre-là, dans le fond, c'est de reprendre le contrôle de sa santé. Et c'est assez rafraîchissant de voir qu'un docteur dit que si quelqu'un décide de prendre le contrôle de sa santé, peu importe qui il est, s'il utilise les bonnes méthodes comme il montre dans son livre et qu'il s'éduque, il peut devenir, lui en fait il ne dit pas il peut, il dit il deviendra, cet individu-là deviendra plus connaissant et plus efficace à traiter ou à renverser la condition qu'il a qu'un médecin. Parce qu'il va absolument dédier tout son temps et il a un intérêt personnel pour pouvoir devenir meilleur là-dedans. Donc, parce qu'un des problèmes que nous avons maintenant, c'est que l'information en 2020 double tous les 73 jours. C'est une approximation, mais mettons que c'est quand même, mettons que c'est juste 80 jours. C'est que toute l'information médicale double tous les 73 jours. C'est énorme. C'est impossible
pour même le docteur le plus bienveillant d'être capable d'être expert dans tous les domaines de la médecine à cause de ça. Dans les années 50, ça doublait, exemple, tous les 15 ans. C'était beaucoup plus faisable de rester à jour. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que les médecins plus traditionnels qui ne peuvent pas, malheureusement, pas parce qu'ils ne veulent pas, encore une fois, parce qu'ils sont très occupés, on le sait, surtout encore plus maintenant, mais qui ne peuvent pas rester experts dans tout, bien, dans certains domaines qui ne sont pas leur spécialité, c'est assuré que c'est un peu comme aller voir l'encyclopédie de 1988, l'encyclopédie Larousse, et de voir la définition d'un ordinateur par rapport à maintenant. C'est sûr que ça a changé. Donc, c'est quoi la solution? Pour lui, la solution, c'est de prendre sur soi de devenir undoctored. Devenir undoctored, c'est quoi? C'est que la plupart des gens dans le monde industrialisé ont des prescriptions de médicaments et ont tout le temps besoin de leur docteur pour des cas qui ne sont pas urgents. Encore une fois, il le redit, c'est pas pareil si on a un accident où on se fait infecter, on a besoin, ou on a une morsure d'un animal sauvage qui a la rage, on a besoin d'une attention médicale tout de suite, mais ça, il y a une certaine urgence, et comme il dit, il y a cette urgence qu'on pense qu'il y a toujours en médecine à cause de toutes les téléséries qu'il y a sur les emergency rooms et tout ça. Lui, il dit la plupart des cas qu'on traite dans les hôpitaux, qui sont les maladies chroniques, il n'y a rien d'urgent, c'est quelque chose qui se développe très, 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 très lentement et c'est quelque chose que ça prend que l'individu décide de devenir justement undoctored parce qu'il faut qu'il renverse les causes et qu'il attaque directement les causes de ces maladies-là versus juste traiter les symptômes puis prendre exemple des pilules contre l'hypertension, essayer de prendre des pilules contre les maladies cardiaques, tout ça. C'est pas ça l'idée. Donc, undoctored. La première chose qui dit qu'il a changé, le game changer qu'on est vraiment choyé dans le fond dans notre génération, dans nos générations actuelles, c'est l'accès à l'information. Donc comme il dit, c'est qu'avant, la plupart des livres de médecine étaient, exemple, écrits la plupart du temps en latin. C'était à peu près impossible de comprendre qu'est-ce qui se passait dedans, pas tout en latin, mais la plupart des termes importants. C'était bien gardé, c'était pas n'importe qui y avait accès. Alors que maintenant, si on s'en va sur Internet, on est capable d'avoir accès à la dernière étude qui vient de sortir la semaine passée, exemple, si on s'en va sur PubMed. Donc, l'information est devenue non exclusive. Il y a aussi le recours aux foules. Ça m'a surpris énormément qu'un docteur parle de ça parce qu'on a tendance, si on est expert dans un domaine, de dire aux gens qui ont lu ça sur Google ou qui ont vu un ami qui a fait ci ou qui a fait ça, comme un peu le bon vieux, mon ami m'a dit que, ou j'ai lu sur Internet que, on a tendance, si on se considère comme un expert dans un domaine, de juste disregarder, de juste pas porter attention. Écoute, ouais, je fais pas de l'entraînement sur Internet ou je fais pas de la médecine Internet, ça, n'importe qui, tu peux trouver n'importe quoi, c'est pas de la bonne information. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que si on sait où chercher, surtout dans des systèmes comme les forums sur des cas bien précis, il donne l'exemple de la sclérose en plaques qui avance énormément parce qu'il y a des forums où est-ce que les gens anonymes peuvent donner tous leurs symptômes, tous leurs tests sanguins, leurs conditions et parler de ce qu'ils font et de ce qu'ils réussissent. Et donc, ça met en commun des gens avec les mêmes buts et les mêmes problèmes. Et il y a énormément de solutions qui se trouvent de cette façon-là. Donc, en fait, ça revient à la bonne vieille définition de l'Internet. On trouve de tout sur Internet. Il faut savoir où chercher. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui, au lieu de faire l'erreur que j'ai déjà faite, justement en disant comme « Non, parce que sur Internet, c'est souvent n'importe quoi. » Bien, c'est souvent n'importe quoi, peut-être, mais des fois, c'est pas n'importe quoi. Donc, il faut réussir à trouver nos sources. Il faut réussir à apprendre qu'est-ce qui est potentiellement n'importe quoi parce que, exemple, on voit que c'est financé par quelqu'un qui a quelque chose à gagner. Parce que on voit, exemple, que sur ce site-là, il y a des publicités pour des médicaments ou qu'après, ils nous vendent quelque chose. Ça, c'est sûr que ce n'est pas une très bonne idée d'aller demander au vendeur d'auto pourquoi est-ce que son auto est la meilleure, puis de prendre juste cette information-là pour prendre notre décision. Ça, c'est clair. Mais il y a moyen de trouver justement des forums, des livres, des études qui, comme il dit, en 1 à 2 semaines de recherche sur un sujet bien précis,
on peut devenir une des personnes les plus connaissantes au monde là-dedans parce que l'information étant tout le temps renouvelée, ceux qui ne l'ont pas regardé dans les 2 dernières semaines, il leur manque des pièces du puzzle. Donc, la première chose, c'est que si on veut devenir undoctored, il faut commencer à apprendre par rapport à nos conditions nous-mêmes. Si on essaie de connaître tout, comme justement un docteur doit connaître beaucoup de choses, bien là, on ne sera pas capable de devenir expert, surtout qu'on n'a pas la formation pour. Mais si on s'intéresse à notre cas précis, on peut aller chercher de l'information. D'ailleurs, ceux qui grincent des dents un peu quand je dis que sur Internet, on peut trouver de la bonne information et que l'intelligence d'une foule peut être plus intelligente que la personne la plus intelligente dans la foule. On a souvent entendu qu'une foule devient aussi stupide que la personne avec le plus bas QI dans la foule. Mais ça, c'est en situation de panique et ça reste vrai. Mais en situation relax, où est-ce qu'on pense à un problème, où est-ce qu'on a toutes les données, en fait, une foule peut devenir beaucoup plus intelligente que la personne la plus intelligente du groupe. Et ça, il donne des exemples où est-ce que si on prend un énorme ballon puis on met ou un énorme ballon de verre, où est-ce qu'on met plein de balles de ping-pong dedans, des centaines, puis on le met sur un endroit bien visible, puis on demande à une foule de 500 personnes de faire un guess, d'approximativement dire combien il y a de balles de ping-pong dedans. Eh bien, si on additionne tous les chiffres puis on le divise par les 500 personnes, on va trouver extrêmement proche si ce n'est pas exactement le chiffre, alors que personne dans la foule avait sûrement le bon chiffre. Ou alors il y avait juste une personne ou deux qui l'avaient sur les 500. Et ça, il dit, c'est le principe d'utiliser les TripAdvisor. Quand on va sur TripAdvisor, on ne va pas nécessairement croire un review où est-ce qu'il y a juste 6 personnes qu'on dit que c'était mauvais ou 6 personnes qu'on dit que c'était bon. Mais quand on commence à trouver des reviews où est-ce qu'il y a 500 thumbs up pour 7 down, bien, il y a des bonnes chances qu'on se dit que l'intelligence de la foule qui est allée à cet endroit-là avait raison. C'est le même principe pour les reviews de films. Si on va sur Rotten Tomatoes, s'il y a 500 personnes sur les 520 personnes qui ont review le film, qui ont dit que c'était très mauvais, il y a des bonnes chances qu'on n'aille pas regarder ce film-là. Et il dit, c'est le même principe pour l'information de toutes sortes et la médecine n'échappe pas à ça. Donc, il dit, c'est de la même façon qu'on vit dans un monde où est-ce que l'information bouge très vite, on vit dans un monde où est-ce qu'il faut apprendre à utiliser cette nouvelle intelligence-là, qui lui, il appelle le crowdsourcing. Fait que c'est de se remettre, d'avoir une certaine partie de notre information qui vient d'un grand nombre de personnes qui ont le même problème ou le même but. Après ça, pour lui, c'est absolument impératif. Et pour Dr. Davis, William Davis, c'est impératif d'enlever tous les produits céréaliers, toutes, dans le fond, les graines des herbes. Donc, lui, il dit, c'est la pire erreur qu'on a faite comme humanité, c'est de rentrer ça là-dedans. Ça a été il y a 10 000 ans à peu près, où est-ce qu'on a commencé à faire de l'agriculture. Et lui, il dit que, dans le fond, on n'a jamais évolué pour être capable de bien absorber et de bien utiliser les calories qui viennent des produits céréaliers. Donc oui, il y a des problèmes avec le gluten, mais il dit qu'il y a des problèmes encore plus graves avec les opiates qui sont dans les nouveaux génétiquement modifiés, dans le fond, le nouveau blé génétiquement modifié, le riz, le maïs, tous les grains, dans le fond, nous donnent envie de manger encore plus, donnent de l'inflammation, que ce soit silencieuse ou à plus haut niveau, des maladies auto-immunes. Donc, il dit, ça, le problème des grains, c'est que comme on n'a jamais été capable de fonctionner là-dessus, il dit, c'est sûr qu'en période de famine, lui, l'image qu'il dit, c'est si vous allez mourir de faim parce que ça fait une semaine que vous n'avez pas mangé, bien qu'on sache qu'une semaine sans manger, c'est faisable, mais bon, peu importe, mais que vous voyez qu'il n'y aura pas de bout de faim, vous êtes en famine, il dit mangez-le le bagel parce que c'est bon pour la santé, parce que votre santé, c'est où vous mourrez demain ou vous avez assez de calories pour survivre. Mais il dit dans un monde où est-ce qu'on a le choix,
où est-ce qu'on a le choix. Il dit qu'il ne faut pas regarder trop les nutritionnistes parce qu'il dit que comme les médecins, malheureusement, il y a une business là-dedans. La plupart de leur formation est faite par des entités qui poussent leurs produits et qui financent, dans le fond, pour qu'ils nous disent de continuer à manger ça. Il dit que c'est complètement fou, les recommandations sont tout le temps extrêmement vagues. Comme il dit, si on lit une recommandation de n'importe quel gouvernement ou nutritionniste, c'est tout le temps, on peut manger de tout, sauf, il faut juste être, faut faire attention, c'est en modération. Dans le fond, c'est correct de prendre une barre Snickers, c'est correct de prendre un Pepsi, puis c'est correct de manger des céréales à tous les matins. Il faut juste que ça soit en modération. Comme il dit, ça ne marche pas vraiment. Peu importe, au niveau, il faut arrêter de regarder ça, puis il faut regarder vraiment l'anthropologie. Comme il dit, on est devenu l'Homo sapiens, puis ça rapproche dans ce que Tim Knox disait dans Waterlog, dans Born to Run with Christopher McDougall. C'est que notre cerveau a commencé à pouvoir devenir plus gros quand on a eu un énorme apport calorique qui venait du gras et des protéines animales. Puis on a très bien évolué pour être capable de passer de primates qui mangeaient seulement des végétaux à se promener debout dans la savane, à courir pour pouvoir attraper nos proies par le persistence, la chasse persistante. Et donc, nos dents, exemple, les dents arrière sont devenues beaucoup plus petites pour manger de la viande au lieu de manger des végétaux. Et qu'on le veuille ou pas, on a des milliers et milliers et milliers d'années d'évolution qu'on fait qu'on fonctionne pour le moment avec viande et organes et gras animal beaucoup mieux que si on se met à manger des nourritures qui sont plus pour juste la survie, qui pour lui seraient les grains. D'ailleurs, en passant, ce docteur a été végétarien pendant une très grande partie de sa vie et haït de se rendre à la conclusion qu'il faut qu'il mange de la viande pour sa santé. C'est pas le seul. Il y a Zoe Arcom aussi, zoearcom.com, qui est une nutritionniste qui a été végétarienne pendant la plus grande partie de sa vie et qui, depuis que maintenant, elle comprend comment ça fonctionne, comprend qu'il y a des gras essentiels et des acides aminés, donc protéines essentielles, mais pas de glucides essentiels, qu'on est fait pour manger de la viande et qu'on fonctionne beaucoup mieux avec ça. Ceci étant dit, M. Davis, et je suis d'accord avec ça, dit s'il y en a qui peuvent décider de ne pas vouloir manger de produits animaux, puis ça, il dit tant que c'est une décision qu'ils comprennent, qui a un impact sur leur santé et que c'est un choix fait personnellement, il dit les gens peuvent décider ce qu'ils veulent. Mais il dit si on regarde le 30% de la population indienne qui est végétarienne, vous pouvez regarder dans le livre, il liste toutes les plus grandes incidences de problèmes psychiatriques qu'il y a, de problèmes de carence, de problèmes de croissance chez les enfants. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là-dessus. Si vous voulez prendre le risque de le faire parce que c'est une croyance ou religieuse ou personnelle, c'est votre choix, mais ce n'est pas mieux de ne pas, d'après M. Davis, de ne pas manger de produits animaux. En fait, ce serait moins bien, ce serait contre l'évolution de comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, il dit regardez l'anthropologie beaucoup plus que regarder la nutrition pour savoir ce qu'on devrait manger. Il y a 10 000 ans, on a commencé à manger des grains. C'est là qu'on a commencé à avoir l'apparition des maladies modernes. Dans les 50 dernières années, il dit que dans le fond, comme on a modifié les grains, c'est devenu encore pire. Et l'inflammation causée, exemple, par un cheat meal avec un croissant, exemple, peut, chez certaines personnes, durer des semaines. Donc, c'est pour ça qu'il dit on n'est pas à moitié criminel ou à moitié enceinte. Il dit c'est la même chose. Si on veut être à 100% en santé, on n'est pas à moitié en santé si on prend des grains d'après lui. Fait qu'il faudrait complètement les éliminer. Il dit ce serait pire, dans le fond, les implications à chaque fois de reprendre des grains. Il y a 2 générations, il dit on a fait une très grosse erreur en disant qu'il fallait plus manger de gras. Il dit on a évolué pour que quand on tuait un animal, on mangeait tout au complet.
et parce qu'on avait faim, donc on fonctionne très bien en mangeant les gras et même enlever les gras a causé beaucoup de problèmes. Si ça vous intéresse, vous pouvez justement lire Obesity Code de Dr. Jason Funk ou regarder le résumé que j'ai fait. Il y a aussi le Cholesterol Myth. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, mais dans le fond, lui, ce qu'il dit en bon québécois, get over it. Il est juste manger. Ne restreignez pas la quantité de gras que vous mangez et commencez même à vous forcer à manger du gras. Il dit n'enlevez pas les coupes de gras qu'il y a dans la viande, vous en avez besoin. En fait, pour lui, il ne faut absolument pas se restreindre au niveau calorique, mais il faut se restreindre au niveau des glucides et il faut manger autant de gras. Si on veut rajouter, parce qu'on a faim, il dit rajoute des gras. Donc, attaquer la source du problème. Lui, c'est assez rafraîchissant comme approche qu'il a. C'est qu'au lieu de... On va regarder c'est quoi les problèmes que tu as, puis on va attaquer ces problèmes-là. Il dit, tout le monde qui a un mode de vie sédentaire dans nos pays industrialisés va gagner à faire 6 semaines où est-ce qu'on enlève les grains. Après ça, on commence à manger de la nourriture complète. Whole food, c'est quoi? C'est que dans le fond, il y a un ingrédient. Quand on prend une pomme, c'est une pomme. Quand on prend du poulet, c'est du poulet. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Le moins transformé possible. Donc, ils disent, faites attention, exemple, aux viandes qui ont été traitées au nitrite. Donc, on essaie d'aller avec le moins de transformation. C'est sûr que certaines choses ont besoin de transformation, comme il donne l'exemple de si on part prendre une marche puis qu'on veut prendre des pommes séchées, mais si la transformation, c'est juste été la déshydratation, qu'il n'y a rien qui a été ajouté, c'est déjà moins pire. Donc, on essaie de réduire le nombre de transformations qu'il y a eu à la nourriture qu'on a. Donc, ne pas compter le nombre de calories, ça, dans Good Calorie, Bad Calorie, dans Obesity Code ou The Fasting Lane de Jason Fung, Gary Taubes pour Good Calorie, Bad Calorie, ils en parlent énormément. C'est sûr que si on parlait de performance sportive, avoir un tracking de combien on mange, ça pourrait être un autre sujet, très bonne chose. Mais si on parle juste de santé, ça ne sert à rien de compter les calories. Ce qui sert, dans le fond, c'est qu'on n'est pas adapté à manger énormément de glucides. Donc, il dit, si vous comptez une seule chose, ce serait de compter vos glucides. Lui, il parle à des gens qui sont à la base, qui ont le syndrome métabolique. Donc, à la base, ils sont malades. Donc, sa recommandation, c'est de ne pas prendre plus que 15 grammes net de glucides par repas. Après, ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas malades, puis on essaie de même booster notre performance physique. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel, mais l'idée, dans le fond, c'est que si on veut être relax, ça ne sert à rien de... On mange modérément des protéines, autant de gras qu'on veut, mais ce qu'on fait attention, c'est nos glucides. Et pour ça, il dit, ça vous prend des recettes. Donc, dans le livre, si jamais vous prenez le livre, il y a énormément de recettes sur comment faire des pâtes avec les courges spaghetti, avec des courgettes, des zucchini, pour pouvoir réduire justement la quantité de carbs qu'on mange, mais quand même avoir du fun. Il y a même des recettes de cheesecake justement sans farine, pour quand même avoir justement garder ça intéressant et soutenable pendant toute notre vie. Après ça, il parle énormément de faut cultiver notre flore intestinale. Il dit on prend énormément de médicaments, le chlore dans l'eau, le fast-food qu'on prend, ça abîme énormément notre flore intestinale. Et il dit ça, les recherches. D'ailleurs, si vous regardez dans plus d'une semaine mon résumé, peut-être que ça a même changé, mais il dit rapidement, on est en train de s'apercevoir que ça a un énorme impact sur notre santé physique et mentale, notre flore intestinale. On a 2 à 4 livres de bactéries qui vivent là et qu'il faut, comme un jardin, il faut les ensemencer parce qu'il faut qu'il y en ait, puis après, il faut les nourrir pour les cultiver. Donc, les ensemencer, lui, il recommande de prendre des probiotiques pendant le 6 semaines pour pouvoir redémarrer notre flore intestinale. Il dit de faire très attention à tous les produits toxiques. Si vous êtes capable de filtrer votre eau, exemple avec un Brita, là, il n'y a pas besoin d'avoir un filtre super cher pour enlever le chlore, ou vous pouvez laisser le chlore s'évaporer pendant ce moment-là. Et si vous pouvez réduire vos prescriptions comme les anti-inflammatoires, toutes ces choses-là, ça c'est très mauvais pour la flore intestinale. Et il dit, vous allez voir un énorme effet sur votre santé. Comment on fait pour les nourrir? Ben, c'est au lieu de prendre des probiotiques, c'est des fibres prébiotiques.
Donc, les fibres, à quoi ça sert? D'après lui, c'est à nourrir justement notre flore intestinale, des choses que nous, on ne peut pas digérer, les fibres, mais ces bactéries-là les mangent. Donc, c'est exemple des patates crues, des bananes pas mûres, puis il fait des shakes que j'ai essayé. Donc, dans le fond, il donne des recettes de shakes pour pouvoir en prendre. C'est relativement bon. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez aller regarder ça, parce que je ne vais pas lister toutes les recettes. Il dit qu'on peut prendre aussi, faire soi-même des légumes fermentés, donc comme des betteraves fermentées, tout ça, ça va être très bon pour notre flore intestinale. Vitamine D, il dit la plupart des gens, fait que ça, vous pouvez, c'est le do-it-yourself, je vais en parler après, mais il y a beaucoup d'outils qui existent maintenant si vous voulez savoir si vous en manquez ou pas. Fait que vous pouvez commander les tests, ça ne coûte pas très cher, ou vous convainquez votre médecin que vous voulez être testé pour la vitamine D, mais apparemment, c'est peut-être la vitamine la plus carencée dans nos pays et ça cause énormément de problèmes de santé. Donc, vitamine D, si jamais vous en prenez en supplément parce que vous avez besoin, lui, il conseille 4 à 8 000 unités internationales par jour, alors que sur la bouteille, ça va dire 1000. Et il conseille de les prendre sous forme liquide parce que, donc, en gélule, ça s'absorbe beaucoup mieux. Magnésium, c'est même chose. Surtout si vous filtrez votre eau, vous allez avoir besoin de suppléments de magnésium, ça ne coûte presque rien. L'iode, il dit on a beaucoup de problèmes de gens qui sont hypothyroïdiens et assez souvent c'est parce qu'on manque d'iode. Encore une fois, vous pouvez faire des tests, savoir si votre thyroïde fonctionne bien. Il y a des tests ultra simples où on utilise son thermomètre puis on trouve sa température, puis on fait des moyennes pour savoir comment ça va. Puis bien sûr, on peut faire des tests sanguins. Il l'explique complètement dans le livre, mais donc un supplément d'iode pour la plupart des gens est recommandé. Et comme dans le CrossFit, on dit des oméga 3, EPA, DHA, entre 3 et 6 000 mg, donc 3 à 6 grammes par jour est sa recommandation. Après, il dit où est-ce que l'exercice fit là-dedans? Puis ça, c'est la même chose que Jason Funk. Il parle du fait que l'exercice physique ne sert pas à brûler plus de calories. Donc, ne sert pas à contrôler son poids par le fait qu'on brûle plus de calories. L'exercice physique sert à améliorer sa sensibilité à l'insuline, par exemple. Donc, à s'éloigner de la résistance insulinique, à s'éloigner du syndrome métabolique et à plus fonctionner parce qu'on peut utiliser nos gras, exemple. L'exercice physique sert à la santé de nos os. L'exercice physique joue énormément sur la plasticité du cerveau. Donc, en fait, l'exercice physique, c'est comme un catalyseur pour que toutes ces recommandations-là puissent fonctionner en synergie. Et c'est ce que dit Dr. Davis, c'est qu'il ne faut pas faire une seule chose. C'est que dans le fond, la somme est beaucoup plus grande. Vous allez être beaucoup plus en santé que si vous faites juste une chose ou si vous additionnez. Quand on les fait au complet, juste rajouter un peu de vitamine D, comme il dit, ça fait peut-être rien, mais rajouter juste un petit peu de vitamine D avec enlever les produits céréaliers, exemple, mixer avec cultiver sa flore intestinale, il dit ça décuple vraiment la santé qu'on a. Là-dedans, il y a plusieurs petites choses dont je n'ai pas parlé, que si vous lisez le livre, vous pouvez voir, mais il parle aussi, comme dans Good to Go de Christy Ashwangan, que le sommeil est très important. Et ça introduit bien le fait qu'il dit, si vous voulez justement traquer votre sommeil et voir si vous fonctionnez bien, mais il dit maintenant, il y a énormément de do-it-yourself, il y a énormément d'applications. Et encore une fois, il dit, il faut vraiment vivre dans notre temps, et on vit dans le temps où est-ce que nos ordinateurs ont une puissance de calculation incroyable. Donc, sur un ordinateur, je parle de tablette, je parle de téléphone, je parle de l'ordinateur aussi. Mais il dit donc qu'il y a des applications qu'on peut télécharger qui nous donnent une information incroyable. Et il dit ça, il faut l'utiliser. Il dit même chose avec la température. On peut juste avec l'application tracker notre température, savoir un peu comment notre glande thyroïdienne fonctionne. Du moins, c'est une information qui peut nous aider avec ça. Et qu'après, si on n'a pas toutes les pièces du puzzle avec notre application, avec les forums et les articles scientifiques qu'on a lus, c'est là qu'on s'en va voir notre docteur pour pouvoir avoir son avis, pour pouvoir lui exposer le problème et où est-ce qu'on est bloqué. Et il dit, si notre docteur ne répond pas bien à ça, bien, il dit ce serait peut-être le temps de changer de docteur, mais parce qu'il est quand même assez optimiste en étant aussi réaliste. Il dit qu'il y a quand même 50% des docteurs qui commencent à comprendre
qu'on vit dans ce monde-là et qu'il faut justement pour que ces patients soient en santé, que ces patients prennent le contrôle de la santé et que le docteur devienne vraiment un consultant et non le seul pourvoyeur exclusif de la santé. Donc, les do-it-yourself, c'est ça. On peut mesurer notre tension artérielle si on veut. On peut mesurer notre glucose sanguin et voir ce que ça fait quand on mange, exemple, des grains. Donc, même pareil, ça je l'ai fait avec 23andMe. On peut envoyer un test de salive, puis on peut avoir notre ADN au complet, notre génome. Donc, on peut après le faire tester dans des sites, parce que l'information change, mais mon génome ne change pas. Et on peut regarder si on a certains gènes qui nous poussent à être plus, exemple, cœliaque, c'est quoi nos prédispositions. Donc, ce livre, dans le fond, ça, c'est un bref résumé. Comme je l'ai dit, c'est un livre de référence. Je vous conseille encore une fois fortement de l'avoir parce qu'il y a beaucoup de cas précis dans lesquels je ne rentre pas. C'est vraiment juste sa façon simple de commencer le challenge de 6 semaines. Mais on ne parle pas nécessairement de si ça ne fonctionne pas, s'il y a des plateaux, s'il y a ci, s'il y a ça. Mais ce qui est super intéressant comme idée, dans le fond, c'est qu'il faut prendre le contrôle de sa santé. Comment est-ce qu'on le fait? C'est ce qu'on dit beaucoup dans le CrossFit. Oui, on fait de l'exercice, ça c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas chercher l'information. Donc après ça, il faut aller chercher l'information pour savoir, même si on ne veut pas être à 100% autonome pour notre santé, comme il dit, si on s'en va voir son médecin et que son médecin nous dit « Ah, vous commencez à vieillir un peu, vous avez besoin de suppléments de calcium ». Il faut avoir l'information de savoir que maintenant on sait que ce n'est pas une bonne idée de prendre du calcium. Même prendre du calcium extérieur, il y a des chances que ça augmente nos chances de risque de crise cardiaque parce qu'il ne se fixe pas nécessairement au bon endroit. C'est beaucoup mieux de prendre un supplément, de tester en fait si on a une carence en vitamine D ou pas, et d'après supplémenter en vitamine D, s'exposer plus au soleil, il y a plus de possibilités. Donc, ça rejoint aussi un livre, si ça vous intéresse, sur les nouveaux traitements du cancer mélangés avec les traitements traditionnels, Tripping Over the Truth de Jefferson. Il faut, dans le fond, être capable d'aiguiller aussi son médecin. On fait partie de la solution. Donc, peut-être que le médecin que vous allez voir, vous êtes le seul cas dans la dernière année ou dans les derniers 6 mois ou dans les derniers 10 ans qui voit avec cette condition-là. Donc, comme on sait que l'information se renouvelle très vite, c'est pas parce qu'il veut pas vous donner la bonne information, mais lui, il utilise l'image de l'ancienne encyclopédie, il s'en va regarder dedans, c'est pas nécessairement ce qui est le plus à jour. Donc, c'est très important de nous aller voir aussi l'information et pouvoir dire « est-ce que, comme dans le livre de Tripping Over Truth, est-ce qu'il existe des méthodes naturelles que je peux utiliser pour aider le traitement traditionnel? » Encore une fois, ce n'est pas un médecin qui renie à 100% la médecine et qui dit « vous ne devriez jamais aller voir un médecin ou aller dans un hôpital ». Ce n'est pas ça le point. C'est plus de reprendre sa place. C'est notre santé, c'est nous au centre de cette santé-là. Comment on peut utiliser les mécanismes en place, plus les nouveaux mécanismes qui sont à notre disposition pour avoir la meilleure santé possible. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous conseille fortement de le lire et je vais aller poster ça sur F5 Podcast.